Lorsqu'on regarde l'histoire des hommes et des civilisations, on ne peut qu'être frappé par l'immense fragilité de ce que les hommes considéraient pourtant comme indestructible. La chute de l'Empire romain ne fut pas seulement la chute d'un pouvoir politique, ce fut aussi l'effondrement d'une vision du monde. Pendant des siècles, Rome semblait invincible. Ses routes traversaient des continents, ses armées dominaient les peuples, des peuples entiers, ses lois structuraient la société, ses monuments semblaient faits pour l'éternité. Un citoyen romain vivant à l'apogée de l'Empire aurait probablement jugé absurde l'idée même d'une disparition de Rome. Et pourtant, lentement, silencieusement au début, des fissures apparurent avec la corruption, des luttes internes, une sorte d'épuisement économique, et puis il y a eu les invasions, la perte du sens des valeurs, etc., etc. Et ce qui semblait éternel retourna progressivement à la poussière. Et il en fut de même pour d'innombrables civilisations. Pour les pharaons d'Égypte, poussière. Pour les empires mongols, poussière. Pour les royaumes européens, les colonies, terminées. Plus près de nous, il y a eu la dissolution de l'Union soviétique, pourtant considérée comme une superpuissance indestructible, presque éternelle. Et puis en très peu de temps, tout bascula, les statues furent déboulonnées, les drapeaux changèrent, les certitudes idéologiques s'effondrèrent. Alors le zen regarde ces événements non pas pour nourrir un pessimisme historique, mais pour rappeler une vérité simple: ce qui apparaît finit toujours par disparaître. J'allais dire obligatoirement par disparaître. Cette impermanence ne concerne pas seulement les nations ou les empires, elle traverse toute notre existence, tous les aspects de notre existence. Et pourtant, tout en le voyant, l'être humain résiste continuellement à cette évidence du changement. Il cherche instinctivement à stabiliser ce qui ne peut pas l'être. Nous voulons une jeunesse responsable, des relations durables avec les amis ou la famille, des économies stables, et on se retrouve avec des dettes monumentales, des identités solides, des croyances définitives, des croyances religieuses ou scientifiques. Même intérieurement, nous essayons de construire une image fixe de nous-mêmes. Mais la réalité ne cesse de nous échapper. Le Bouddha comparait parfois les phénomènes à de l'écume flottant sur l'eau ou à une goutte de rosée au soleil du matin. Cela ne signifie pas que la vie est inutile ou désespérée, cela signifie qu'elle est mouvante, fragile.
vivante précisément parce qu'elle n'est jamais figée. Mais l'homme moderne, en fait, je dis moderne, mais depuis le début de l'humanité, l'homme s'épuise à vouloir transformer le provisoire en permanent. Les crises actuelles, géopolitiques, les crises pétrolières, comme on le voit avec les problèmes en Iran, au détroit d'Ormuz, ou économiques, en sont la preuve, en sont l'exemple. Actuellement, les structures mondiales semblent vaciller, notamment avec cette révolution de l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux et avec la perte des repères collectifs. Et beaucoup ressentent une inquiétude diffuse, comme si le sol se dérobait sous leurs pieds. Et c'est même peut-être plus qu'un ressenti. Mais le zen dirait que ce sol n'a jamais été stable. Nous avons simplement cru qu'il l'était. Un moine demanda un jour à son maître comment trouver la paix dans un monde aussi instable. Le maître répondit : « Ah oui, alors montre-moi ce qui ne change pas. Montre-moi ce qui ne change pas. » Le disciple resta évidemment silencieux. Cela touche le cœur même de la pratique. Car le problème n'est pas tellement que les choses changent. Le vrai problème est notre volonté continuelle de nous accrocher à ce qui ne peut être que passager. En fait, lorsqu'un empire s'effondre, les hommes souffrent moins de la chute elle-même que de la disparition de leur certitude. C'est exactement ce qui nous affecte actuellement. Toute identité collective repose sur une histoire commune, sur notre civilisation, sur notre système, sur notre culture, sur notre sécurité. Mais le zen nous invite à regarder plus profondément et à se poser la question, y a-t-il une solidité réelle dans tout cela ? Même notre corps change constamment. Nos pensées apparaissent, puis disparaissent, nos émotions se transforment sans cesse. Même sur le plan biologique, si on fait un peu de biologie, on voit que tout change en permanence. Ce que nous appelons moi n'est rien d'autre qu'un ensemble mouvant, jamais le même, seconde après seconde. Et pourtant, nous vivons comme si nous pouvions construire quelque chose d'absolument durable au milieu d'un univers impermanent. C'est comme essayer de saisir de l'eau. Ce n'est pas possible. Dans Zazen, nous cessons momentanément cette tentative de contrôle. Nous faisons une pause dans cette tentative de contrôle. Nous nous asseyons simplement au milieu du changement lui-même. C'est le changement lui-même qui devient notre stabilité, celui sur lequel on peut compter. Il n'y a que le changement qui ne change pas, en quelque sorte. Le changement, c'est le normal. Alors, il y a une nouvelle forme d'immobilité ou de stabilité. Et dans cette immobilité apparaît parfois
une paix inattendue, non pas la paix de la sécurité extérieure, mais celle de ne plus lutter contre l'impermanence. On ne lutte plus contre la permanence parce que l'impermanence est devenue le normal. Il n'y a plus de raison de lutter contre l'impermanence. Le zen ne cherche donc pas à offrir une nouvelle croyance rassurante. Il ne dit pas « voici enfin quelque chose qui ne disparaîtra jamais ». Au contraire, il nous conduit jusqu'au bord du vide, jusqu'au bord du précipice, en quelque sorte. Cela peut sembler inquiétant, en tout cas au début. Beaucoup pratiquent la spiritualité comme ils investiraient dans une assurance contre l'angoisse. Ils espèrent trouver une doctrine définitive, un état permanent, une illumination stable qu'ils pourraient posséder, mais le zen détruit continuellement ses attachements. Un disciple demanda un jour « Qu'est-ce que la vérité ultime ?» Le maître répondit « Les fleurs tombent. » Il n'y a évidemment rien de spectaculaire, rien à saisir. Seulement ce mouvement continuel de l'existence. Les fleurs tombent, elles fanent et elles tombent. Les fleurs apparaissent, s'épanouissent, puis tombent. Et les civilisations aussi. Les empires aussi. Les corps aussi. Le mur de Berlin aussi. Le climat aussi. Et l'insubmersible Titanic aussi. Même les étoiles finissent par s'éteindre. Et les astrophysiciens nous disent aujourd'hui que le Soleil lui-même disparaîtra un jour. Alors cette vision pourrait sembler terrifiante si nous cherchions notre sécurité dans les formes. Mais le zen n'est pas spécialement intéressé par les formes. Il pointe vers autre chose, vers une autre dimension. Lorsque nous cherchons de nous accrocher à ce qui change. Le zen pointe vers ce qui n'appartient à aucune forme particulière. Non pas une chose éternelle que l'on pourrait posséder, mais une ouverture sans centre fixe. Dans le zen, on parle parfois du ciel vide. Les nuages passent, les tempêtes passent, les saisons se succèdent, mais le ciel ne s'attache à rien. Il n'est en rien concerné, en quelque sorte. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certaines personnes, après avoir traversé de grandes épreuves, deviennent paradoxalement plus paisibles, plus calmes. Parce que tant que tout semble stable, nous vivons dans l'illusion du contrôle, de pouvoir contrôler. Et c'est une illusion fragile. Mais lorsqu'un effondrement survient, comme la perte d'un proche, comme la maladie, comme une crise politique ou un krach boursier, alors quelque chose s'écroule. Ce qui paraissait solide révèle son caractère en fait provisoire. Alors évidemment, beaucoup souffrent de cette
découvertes, de ces épreuves qui surviennent souvent plus tard dans la vie, mais en même temps, pour d'autres, cette fissure brutale devient aussi une ouverture spirituelle. Ils comprennent soudain que chercher une sécurité absolue dans un monde éphémère des formes est tout simplement impossible. C'est une grande découverte. Le zen ne nie pas la douleur des pertes humaines ou des bouleversements historiques. Il ne prêche pas l'indifférence par rapport aux événements, l'indifférence stoïque, mais il incite à regarder plus profondément qu'en surface et à se poser la question, lorsque tout change, que reste-t-il? Pas une identité fixe, pas de possession durable, pas d'empire intérieur ou extérieur, seulement cette présence immédiate qui se manifeste dans le présent et rien d'autre. Dans un zen, nous ne cherchons pas à arrêter le mouvement du monde, nous apprenons à ne plus dépendre de ce mouvement pour être en paix. Nous n'en dépendons plus. Alors même l'impermanence devient une forme de beauté. Les cerisiers du Japon sont admirés précisément parce que leurs fleurs tombent rapidement. Leur fragilité fait leur splendeur. Une fleur éternelle perdrait toute beauté. Une fleur en céramique n'a aucune beauté. Et ainsi, il en est de toute existence. Dogen écrivait dans le Shobogenzo, le bois devient cendre et la cendre ne redevient pas bois. Chaque instant disparaît définitivement. Chaque civilisation suit sa trajectoire. Chaque souffle est unique. L'homme d'aujourd'hui se persuade que le progrès technologique résoudra l'insécurité fondamentale de l'existence. Mais même entouré de puissance, de science et de technologie, il demeure confronté à ce qui est inéluctable, comme la vieillesse, la maladie et la mort. Il demeure confronté à l'incertitude du changement. Aucun empire n'a jamais échappé à cela. Aucune idéologie non plus. Alors le zen nous invite à un renversement, un basculement radical, c'est-à-dire ne plus chercher un refuge dans ce qui passe, dans ce qui est éphémère. Car tout ce qui peut être saisi finit par nous glisser entre les doigts, comme l'eau. Cela ne signifie pas qu'il faille se retirer du monde dans un couvent ou devenir fataliste. Au contraire, lorsque nous cessons de vouloir posséder la réalité, nous pouvons enfin vivre pleinement. Nous aimons sans vouloir retenir, par exemple. Nous agissons sans croire contrôler l'avenir, parce que nous n'avons aucun pouvoir sur l'avenir. Et alors nous respirons au cœur même de l'impermanence.
comme on le disait plus tôt, l'impermanence devient l'arrière-plan normal. Alors la chute des empires cesse d'être seulement une tragédie historique, elle devient aussi un enseignement vivant. Tout passe, tout se transforme. Et paradoxalement, c'est lorsque nous cessons enfin de chercher une sécurité absolue que naît la véritable liberté.